Ah, bonjour tout le monde. Merci de venir et bienvenue dans votre journée d'immersion chez Stark API Industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée anodine pour chacun et chacune d'entre vous, évidemment. Je suis très content de vous accueillir dans cette journée un peu particulière. C'est régulier qu'on ouvre les portes de notre industrie pour des jeunes talents comme vous, évidemment. Chez Stark API Industrie, on a un but qui est évident. On cherche à faire face à tous les dangers, qu'ils soient planétaires ou interplanétaires. Évidemment, on fait ça comment ? En développant des API sécurisées, performantes et évolutives. Évidemment, on les fait en Go, du coup. Moi, c'est Tony Stark. Je suis développeur Go depuis plus de 10 ans à peu près. J'ai une expertise évidemment dans les API. J'ai monté Stark API Industrie, sans me vanter évidemment. J'ai sauvé le monde d'un claquement de doigts à 2-3 reprises. Et en fait, j'ai eu un accident il y a quelques années qui m'a permis d'intégrer une puce avec un compilateur Go intégré directement dedans. Donc ça me permet de coder plus vite que je ne compile. Et habituellement, je vous intègre dans mon quotidien aujourd'hui. Et moi, j'aime bien commencer la journée par un petit café. Et donc, je me suis permis de me préparer un petit café en vous attendant. Et habituellement, si je dépile mes mails, si ça ne vous dérange pas, je prends juste 5 minutes. Il y a quelques mails urgents à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Je peux peut-être vous partager en fait. Je me rends compte. Voilà. Donc, un petit premier mail. C'est mon ticket Jira de la journée apparemment. Ouais, on gère Jira par mail parce que on n'a pas les droits pour configurer notre board Jira, donc malheureusement on fait ça par mail. Du coup, apparemment, un petit sujet aujourd'hui. On va le regarder ensemble, du coup, je me permets, pardon. Une petite API à créer, une API REST pour gérer les pierres d'infinité. Ok, ça c'est bon, ça on sait gérer. Une API, c'est classique chez nous. On va lister les pierres connues, on va permettre de consulter les détails d'une pierre par son nom et potentiellement de déclarer une activité suspecte qui a pu avoir lieu sur une pierre d'infinité. Donc jusque-là, ça va. On veut MVP opérationnel d'ici la fin de semaine, évidemment. Livret prodé. Tout ça, c'est OK. Premier mail. J'avais une deuxième alerte. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? OK. Mise à jour du système de développement. Oui, ça faisait longtemps que je l'attendais. On est basculé sur un nouveau système. Il y a un OS qui est sorti récemment qui s'appelle TanOS. Voilà. Dédié pour le développement, ça me semble très bien. Ça va permettre de vraiment améliorer la rapidité de nos développements d'API et de livrer plus vite. Livrer mieux. Donc merci Jarvis pour la notification. Et donc je vous propose ensemble d'attaquer le sujet du développement de cette API. On a nos habitudes chez Stark API Industrie. On développe en Go, on utilise les frameworks les plus connus, les plus performants, les meilleurs des meilleurs. On va se baser sur Gin. Gin, framework assez classique pour développer des applications web performantes. 83 000 étoiles sur GitHub, le top of the top. Logrus, on va loguer, évidemment, si on veut une API, on va pouvoir aussi loguer ce qui se passe dessus, pouvoir aussi détecter les petites intrusions qui peuvent se passer sur notre API. Pareil, 25 000 étoiles sur GitHub, source sûre. Et enfin, si on veut que ça marche, il faut que ce soit bien testé, évidemment. Et donc Testify, librairie assez connue pour faire des tests unitaires lisibles, pour faire de l'assertion et tout ce qui s'ensuit. Même principe, 25 000 étoiles, on ne prend pas de risque, on contribue régulièrement à cette librairie. On peut y aller. Donc on commence très simplement, on va initialiser un nouveau projet avec un petit go mode init et on commence par récupérer notre première dépendance assez classique. Donc pour celles et ceux qui ne font pas de Go, le GoGet permet juste de télécharger la dépendance et de l'installer sur notre projet. Donc c'est parti, je vais vous faire ça en live. Tac tac. Et j'ai un problème. Ah merde. On dirait qu'on n'a pas testé suffisamment TanOS. On a une restriction critique activée. Récupération des dépendances éliminées, aucun échappatoire, aucun goget, seule la bibliothèque standard demeure. Je m'arrangerai avec Jarvis plus tard, mais on dirait que TanOS nous bloque un peu notre gestion de dépendance et qu'on ne va pas pouvoir, malheureusement, dépendre de nos librairies avec lesquelles on travaille habituellement. Il va falloir faire autrement. Il va falloir se baser sur les librairies standards. C'est le défi qu'on va se lancer aujourd'hui. C'est très particulier pour une journée d'immersion comme ça. Habituellement, tout roule. Je vais essayer quand même de faire ça avec brio avec vous, comme je fais tout dans ma vie habituellement. Je ne vais pas le faire tout seul. C'est le moment de la meilleure blague. Avec Go Rassemblement. Voilà, je ne ferai pas mieux. 10 minutes pour ce montage.
Et donc, on revient sur nos besoins, on s'intéresse à nos besoins, on veut un moteur d'API, on veut des logs structurés, et on veut des outils pour tester efficacement notre code. Est-ce que tout ça existe dans la librairie standard? Parce que moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais, ça fait plus de 5-6 ans que j'utilise Gin, que j'utilise Testify, que j'utilise Logrus. Est-ce que finalement, dans la librairie standard, on peut retrouver notre bonheur? Alors, on va commencer par un moteur d'API. Qu'est-ce qu'on a dans un moteur d'API? On veut principalement pouvoir faire du routing, c'est-à-dire associer une route HTTP à un bout de code métier. Et on veut avoir des middleware, donc des bouts de code qui vont s'exécuter avant ou après chaque requête pour valider l'authentification, pour ajouter des logs, pour gérer différentes choses. Donc ça, c'est la base du moteur d'API dont on a besoin. À l'époque où je m'étais intéressé à la librairie standard, on faisait des routeurs comme ça. Il y avait un routeur du package net HTTP standard. Le seul problème, c'est que c'était vraiment chiant à faire, parce qu'on se retrouvait à lier une route à une fonction, sauf que le problème, c'est qu'on devait gérer pas mal de choses. On devait gérer à chaque fois, vérifier ici, bon, je ne sais pas si on va le voir ici, on vérifie à chaque fois que c'est la bonne méthode qu'on appelle. Si jamais il y a des informations dans l'URL, des variables dans l'URL, il faut qu'on les parse à la main, c'est pas super intéressant. Et on gère aussi toutes les erreurs un peu à la mano. Donc ça, c'est mes souvenirs de la librairie standard, et j'avoue que j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Si on doit se faire une API un peu robuste et un peu complète, ça va être assez fatigant. Mais en fait, depuis Go 1.22, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a eu une vraie évolution sur le langage et sur le pattern matching. Donc dans la librairie standard, maintenant, on a un servemux, donc qui est un serveur qui va permettre de multiplexer les routes et donc de correspondre à notre besoin d'associer une route, un verbe HTTP, à un bout de code. Et donc depuis Go 1.22, la librairie fournit enfin un pattern matching qui est puissant et efficace. Donc si on veut une petite route qui va permettre de lister l'ensemble de lister les informations par exemple de la pierre de pouvoir, on peut déclarer une route qui est un get sur /stones/ une variable, donc le nom de la pierre, et directement récupérer le nom de la pierre et pouvoir afficher les détails de cette pierre. Donc d'un coup, on est passé d'un code qui était un peu compliqué à quelque chose d'assez facile à mettre en place pour faire du routing HTTP. Le pattern matching, il est un peu plus puissant que ça. On va pouvoir matcher différentes routes qui ont à peu près le même pattern, sachant qu'à chaque fois, la route la plus spécifique va prendre le dessus. Donc si j'ai un get /stone/name, ça va me retourner les informations de cette pierre-là. Par contre, j'ai aussi un get /stone/missing qui pourrait matcher ce pattern-là. Mais si j'appelle cette route-là, on va tomber sur le fait de pouvoir lister les pierres qui nous manquent aujourd'hui dans notre inventaire. Le pattern matching gère aussi les conflits. Si jamais j'ai deux routes et qu'il n'y en a aucune qui est plus prioritaire que l'autre, à ce moment-là, à la compilation, en tout cas au lancement, le code va paniquer en disant vous enregistrez deux routes qui n'ont pas de priorité, et donc je ne vais pas pouvoir gérer ça. Donc voilà, on a ce genre de petites features qui sont intéressantes. On va pouvoir aussi matcher par différentes routes HTTP. Je vous ai montré le matching par le get. Si on ne met pas de précision, ça matche toutes les autres routes. Par contre, à partir du moment où on a des précisions, les autres méthodes retourneront une méthode not allowed, donc méthode non autorisée. Donc là, on se retrouve à pouvoir quand même commencer à faire notre patching. On avait 3 routes à coder, assez facile. On peut les faire rentrer dans ce pattern-là. Une fois qu'on s'est intéressé au matching, au routing HTTP, on s'intéresse au middleware. Alors, qu'est-ce qu'un middleware? Le but d'un middleware, c'est d'éviter de dupliquer du code, donc des comportements, dans chaque handler HTTP. Très bon exemple, le meilleur exemple souvent, c'est l'authentification. Si je veux protéger toutes mes API, toutes mes routes d'API par une authentification, je n'ai pas envie de mettre ça en tête de chacune de mes fonctions, métiers, qui vient traiter du code précis de chaque route. Donc on veut par exemple vérifier l'authentification, vérifier l'autorisation. On veut ajouter un log à chaque requête qui rentre ou sortante. On peut potentiellement gérer un timeout pour s'assurer que si jamais la requête prend plus de 10 secondes à traiter, on répond au client, désolé, c'est un peu long, on coupe la connexion. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir gérer dans des middleware. Très souvent, moi quand j'utilisais Gin, il y a des middleware qui sont fournis, et j'ai juste à les plugger dans mon moteur et ça roule. Là, il va falloir les écrire nous-mêmes. Et en fait, un middleware, c'est quoi? C'est juste un bout de code qui vient se mettre en amont ou en aval d'une requête pour exécuter du code. Il faut vraiment voir les middleware comme une sorte de poupée russe, où en fait votre code métier est probablement une des dernières poupées, et vous allez l'englober à chaque fois de code qui va faire des choses. Et donc finalement, un middleware, ça ressemble un peu à ça. C'est une fonction assez classique qui prend le prochain handler qui doit être appelé, donc la poupée russe suivante qu'on englobe, et qui retourne un handler, donc qui retourne un handler qu'on va pouvoir lui-même englober.
Et donc assez facilement, là je viens de créer un petit handler qui va me permettre de loguer des choses. Donc je peux faire un log, tiens j'ai une requête entrante, je propage, donc c'est-à-dire que je décapsule ma poupée russe pour appeler la requête suivante, et une fois que celle-là a été traitée, je peux afficher un nouveau log pour dire que la requête a été traitée. Donc là, en 3-4 lignes, je viens de réinventer le concept de middleware que j'utilise couramment chez Gin. Jusque-là, facile. Quand je vais vouloir utiliser mon middleware, en fait, ma route, donc là, j'ai une route ici, je déclare un serveur MUX, comme on avait dit. J'ai une route qui fait un get sur /ping qui répond Pong. Jeu de mots rigolo. Et quand je vais lancer mon serveur, ce routeur-là, je vais l'encapsuler dans mon middleware. Du coup, à chaque fois que ma route va être appelée, je vais avoir mon petit log avant et mon petit log après, le traitement de la requête. Si on va un petit peu plus loin, on peut faire des middleware d'authentification. C'est le même principe. C'est-à-dire que dans mon middleware, tout à la fin, c'est le moment où je transmets la requête au middleware ou au code métier suivant. Par contre, au-dessus, je vais pouvoir gérer l'authentification. Donc récupérer, là, c'est de la basique haute, assez classique. Je peux récupérer les infos de username, password. Je peux les vérifier avec mon plugin, mon code d'authentification. Et si tout va bien, mon user il est logué et je peux traiter ma requête. Donc là, en quelques minutes, je viens vous présenter comment décrire facilement des middleware via la librairie standard. Un petit middleware aussi intéressant, j'en parle très rapidement, un middleware de recover. Si votre code panique à un moment donné, on a envie de le capturer et on a envie de retourner au client une erreur propre. Et donc pour ça, il y a un petit middleware qui est facile à coder, qui permet juste de recover en cas de panique. Donc quand votre code crash, quand vous accédez à une donnée mémoire qui n'est pas accessible ou qui n'est pas initialisée ou autre, ça va recover et ça va envoyer un petit message au client disant il y a une internal server error. Bon, après, c'est au client de se débrouiller avec ça, mais vous avez évité en tout cas une erreur un peu sale à votre client. Après, on va se poser la question, quand on commence à avoir 10, 15, 20 middleware, alors 20 ça commence à être beaucoup, mais en tout cas, on arrive vite sur une API en production, on arrive vite à 5 ou 10 middleware qui gèrent des choses différentes. Le problème de ça, c'est que je vous avais parlé des poupées russes qui s'encapsulent. En fait, on le voit très rapidement quand on vient les ajouter les uns après les autres. Et rapidement, ça devient un peu indigeste. Quand on veut savoir dans quel ordre sont appelées les choses et comment se passe ma chaîne d'appel, là, j'ai mon code métier, ensuite j'ajoute les cores, ensuite j'ajoute l'authentification, puis j'ajoute le logger, puis j'ajoute le recover pour gérer le panique dans tous les autres middleware. C'est une syntaxe qui est un peu verbeuse et qu'on ne retrouve pas dans les frameworks web qu'on utilise habituellement. Donc pour ça, en fait, on va pouvoir faire du chaînage de middleware. Et donc on va pouvoir réinventer, réimplémenter ce qu'on trouve dans les frameworks habituels. Et en fait, un chaînage de middleware, c'est juste un ensemble de middleware qu'on va encapsuler dans une petite boucle. Donc avec cette petite fonction-là, donc là j'ai une fonction en fait qui va parcourir l'ensemble des middleware que je lui passe en paramètres pour les encapsuler les uns dans les autres. Donc cette fonction, elle prend 5 lignes, mais elle va rendre en fait mon code un peu plus élégant, c'est-à-dire que je vais pouvoir déclarer une chaîne. Donc ça, c'est ma chaîne de middleware qui gère le recover, le logger, le timeout, etc. Donc je vais pouvoir même déclarer plusieurs chaînes différentes, si j'ai certaines routes qui sont plutôt pour de l'administration, certaines routes plutôt pour en mode public ou autre. Je vais vraiment pouvoir créer cette chaîne de middleware, une ou plusieurs chaînes, et encapsuler proprement mes routes dedans. Donc là, je viens de rendre le code un peu plus élégant et un peu plus digeste. Et une fois que j'ai fini ça, je commence à m'intéresser à ma deuxième partie, qui est autour des logs structurés. Globalement, mon API, maintenant, elle tourne, mais mes logs sont quand même pas très très jolis. Mes logs, c'est du plain text écrit sur ma console. J'ai envie d'avoir un peu plus la main sur mes logs. J'ai potentiellement envie d'avoir des logs sous un format JSON. J'ai envie de les envoyer à différentes solutions qui vont permettre d'agréger mes logs et de faire de la requête et des stats dessus. Et donc, il faut qu'on s'intéresse aux logs. Et moi, j'ai mes grandes habitudes avec Logrus. Logrus, c'était facile, on faisait des logs structurés. Quand on parle de log structuré, c'est le fait d'avoir un message de log, mais aussi d'avoir un contexte associé à ce message de log-là. Donc moi, j'aimais beaucoup les logs structurés parce que je pouvais avoir mon message, mais là, par exemple, j'ai un log structuré assez facile. C'est un log d'information qui dit qu'il y a une requête qui a été gérée, qui précise le temps et qui précise les 3 dernières infos sont des informations contextuelles du log, avec la méthode HTTP, la route HTTP et le temps de traitement de la requête. Et par exemple, si à un moment donné, j'ai envie de faire des stats sur quel est le temps moyen de traitement ou quelles sont les routes les plus appelées de mon API, c'est grâce au log structuré que je peux le faire facilement. Pas que, évidemment, mais c'est une façon de le faire. Là, je suis un peu perdu.
parce que si j'ai pas Logrus, j'ai pas des jolis logs. Donc je me permets juste d'envoyer un petit message à Jarvis, si ça vous dérange pas. Quitte à utiliser de l'IA, autant le faire bien. Coucou Jarvis, merci. Comment je fais? Alors Jarvis, qu'est-ce que tu me racontes? Je vous suggère log slog. C'est natif. Il y a un nouveau package de log en Go. Ok, c'est natif, Go 1.21, c'est standard, c'est sécurisé. Ok, bon, visiblement je vais devoir me débrouiller à la main, mais on va tenter ça. Donc creusons un peu log slog, c'est apparu en 1.21, ça veut dire fin 2023 à peu près. Et il semblerait que ça fasse des logs structurés. Donc comment on fait des logs avec log slog? La première chose, c'est qu'on peut déclarer et customiser un logger. Donc là, je déclare un nouveau logger, c'est un logger sous format JSON. Donc j'utilise un handler qui est une classe qui va permettre de définir comment mes logs vont être écrits. De base, il y a un JSON handler, ça me tombe très bien, c'est ce que j'ai besoin. Je peux préciser le niveau de log que je veux afficher, donc c'est un truc que je vais pouvoir paramétrer dans mon API. Ce logger-là, je peux le mettre par défaut, c'est-à-dire que n'importe quel bout de code qui appellera le logger par défaut tombera sur celui que j'ai configuré, c'est trop bien. Et je vais pouvoir faire notamment un log d'information, par exemple. Je dis un bonjour, je suis Tony Stark, et en vrai, je suis Iron Man, ou inversement. Donc tout ça, en fait, quand je vais exécuter ce code-là, ça va m'afficher un log structuré, c'est ce que je recherche, avec toujours le temps, le niveau du log, le message et les informations contextuelles autour de mon log. Jusque-là, je suis content. Un des problèmes avec cette approche-là, c'est que l'ensemble des informations contextuelles sont un ensemble de clés-valeurs. Je mets toujours la clé de mon log avec la valeur que j'associe à cette donnée du log. Le problème, c'est que dans sa forme de base, slog nécessite de mettre les clés-valeurs dans une liste qui n'est pas forcément vérifiée à la compilation. Et donc, si jamais vous oubliez un élément, c'est-à-dire que vous ne respectez pas le côté clé-valeur, votre log va être un peu mal écrit. Donc, si jamais vous vous intéressez à log slog, la librairie fournit aussi des helpers pour créer des logs qui seront où on s'assure qu'on a bien la notion de clé-valeur. Donc plutôt que d'écrire mes clés-valeurs dans une chaîne infinie qui sera potentiellement pas complète, donc là par exemple la première forme, user Tony Stark, ça me fait un log classique. La clé c'est user et Tony Stark, ça va être la valeur de cette clé-là. Par contre, je peux plus intelligemment utiliser slog.string ou slog.int pour dire en fait, il y a une clé qui s'appelle HeroName avec une valeur de type string qui est Iron Man. Et mon âge, c'est 54 ans. Donc là, je vais pouvoir m'assurer que je n'ai pas de problème dans mes logs en termes de parité clé-valeur avec ces structures-là et ces helpers-là. Et donc mon logger que je viens de créer, ensuite si je fais un info hello world ou un goodbye world, ça va afficher des beaux logs. Et du coup, ça m'amène à mon besoin de base qui était un petit middleware de log. Donc là, je reprends mon middleware de log. Et en fait, à chaque fois, quand une requête entre, je vais créer un logger avec la méthode HTTP d'appel, avec le chemin d'appel, potentiellement un request ID pour tracer ma requête sur toute la chaîne d'appel dans un système de microservices ou autre, par exemple. Ce logger-là, je vais même venir le mettre dans mon contexte. Donc, pour celles et ceux qui connaissent un peu le contexte en Go, l'idée c'est de pouvoir le stocker dans mon contexte et propager mon contexte dans toute ma chaîne d'appel pour récupérer mon logger contextualisé à tout moment. Ici, le next, là je vais pouvoir appeler mon middleware ou mon code suivant et mettre un petit log à la fin pour dire la requête se termine, voilà la durée de la requête effective avec l'ensemble des informations qui ont été précisées dans mon contexte de log. Et comme je l'ai mis dans le contexte, le middleware suivant peut le récupérer pour écrire ses propres logs en récupérant l'ensemble des informations. Donc là, j'ai mon middleware de log. Je peux en profiter aussi pour corriger mon middleware d'authentification. Si vous vous souvenez, très rapidement, il y avait un petit log qui disait le user est connecté. Autant maintenant le faire avec slog. Donc, je fais un slog.info, le user s'est connecté avec le user qui s'est connecté. Très bien. Et voilà, j'ai rempli mon API, j'ai mon middleware de log, j'ai mon middleware d'authentification, tout va bien. Je pourrais presque poser le micro maintenant. Je vais prendre un peu de café du coup. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai une alerte, un petit mail. Qu'est-ce que c'est? Je me permets de vous le partager aussi. On est en toute transparence ici. Alerte de conformité. Divulgation non autorisée d'identités secrètes dans les journaux applicatifs. La CNIL
Pardon, je stresse un peu d'un coup, je vais regarder un peu ça. Nous vous informons qu'une alerte de niveau critique a été déclenchée par nos systèmes de surveillance à la suite d'un contrôle de vos journaux applicatifs. Infraction détectée, divulgation d'identité civile de super-héros dans les logs applicatifs produits par votre API. On dirait bien que le petit patch que je viens de faire, il vient de divulguer l'identité secrète de Spider-Man. J'ai 48 heures pour corriger ça. On va regarder ce qu'on peut faire. Parce qu'effectivement, si j'analyse mes logs, le fait d'avoir rajouté le user dans ma chaîne de logs fait qu'il a imprimé l'ensemble de la structure du user. Et en fait, mon user, il a un identifiant, il a son nom de super-héros et son identité secrète. Et là, je viens de créer un petit problème au niveau de la CNIL. Les gens savent maintenant, je suis désolé si vous l'apprenez aujourd'hui, que Peter Parker est Spider-Man. On va essayer de faire mieux, on va corriger ça. Et on va regarder un peu ce qui se passe, toujours dans le package log slog. Il y a une interface, qui est une interface log valuer, qui permet de déterminer comment votre structure va s'imprimer dans les logs. Et donc à partir du moment où votre structure implémente cette interface-là, vous définissez la manière dont cette structure-là va s'écrire dans vos logs et vous le maîtrisez. Et ça va devenir une très bonne pratique pour vous assurer que n'importe qui va essayer de mettre vos structures dans des logs, d'une manière ou d'une autre, s'affichera de la même manière et ça va faciliter vos agrégations de logs un peu partout, ça va faciliter les clés d'agrégation et autres. Moi, j'ai déjà eu des projets dans lesquels on avait un champ qui s'appelait Project ID, et en fonction des logs, c'était Project ID tout collé, ou juste Project underscore ID, ou Project avec un I majuscule ID. Donc on avait un peu toutes les cases différentes. Et c'est ce que l'implémentation de cette interface va permettre de contrecarrer un peu ça. Donc là, je vais préciser que mon user, en fait, qui a l'ensemble de ces champs-là, c'est une structure, un objet de mon langage, je vais le faire implémenter l'interface pour dire, OK, en fait, tu retournes juste l'ID et le nom du super-héros. Donc à partir de là, une fois que j'ai implémenté cette interface, mes logs vont maintenant ressembler à ça. Mon user, ça va bien juste son ID et son nom de super-héros. Et Spider-Man peut rentrer tranquillement chez lui. Merci pour cet applaudissement. Je pense que Peter Parker... Oh merde, je l'ai dit encore une fois. Et il nous reste un petit sujet autour des tests unitaires. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait des tests unitaires? Moi, j'ai mes grandes habitudes avec Testify. J'aime beaucoup Testify parce que je peux lancer mes tests en parallèle. Je peux faire des suites de tests. Donc, ce qu'on va appeler une suite de tests, c'est que c'est un ensemble de tests qui vont s'exécuter avec une forme d'agrégation de la partie setup et de la partie teardown. Donc, toute une partie de setup du test et toute une partie de nettoyage du test. Et du coup, ça va m'amener ce qu'on appelle une approche first facilitée. Donc, pour ce que j'appelle l'approche first, c'est des principes que j'essaye de me donner dans mes tests unitaires. Et je veux que mes tests unitaires soient rapides, soient indépendants, soient répétables, soient auto-validants et soient opportuns et précis. Je vais préciser un peu les deux quand même pour qu'on se comprenne. Enfin, je vais préciser les 5 même. Rapide, c'est qu'on veut que nos tests unitaires s'exécutent très rapidement pour avoir vraiment une boucle de feedback immédiate. Indépendant, on veut que mes tests unitaires soient indépendants des uns des autres et qu'il n'y ait pas un ordre d'exécution nécessaire. Répétable, je vais pouvoir exécuter mes tests dans n'importe quel environnement et avoir les mêmes résultats, à code base égal évidemment. Auto-validant, je vais pouvoir très rapidement savoir si mes tests sont verts ou rouges et avoir cette info-là, en tout cas pour la traiter au plus vite. Est-ce qu'on va appeler opportun ou précis? Moi, j'aime bien dire opportun dans le sens où quand il y a un nouveau bug qui va arriver, je vais créer un test unitaire pour ce bug-là, pour le reproduire avant de le corriger. Il y a d'autres définitions de ce principe-là qui peuvent traîner aussi. Donc moi, quand je fais mes tests unitaires, c'est des objectifs que j'aime bien me donner. Et donc, si je reprends ma petite API, j'ai commencé à coder un peu plus. Comme je vous dis, je code directement avec mon compilateur intégré, donc je peux produire du code très vite. Donc j'ai mon routeur qui est démarré. Je lui ajoute un ensemble de routes. Donc je lui ajoute la route pour lister les pierres et la route pour avoir le détail sur une pierre d'infinité. Jusque-là, c'est bon. Et je vais pouvoir écrire des tests unitaires uniquement avec le package standard. Donc en fait, je vais me rendre compte que je peux faire aussi des suites de tests. Quand mes tests ont une logique et une continuité, je peux les faire et je peux aussi les lancer en parallèle. Donc mon test du serveur, je vais d'abord faire un setup, c'est-à-dire je vais démarrer un serveur de test en local qui va vraiment démarrer, qui va écouter sur un port. Je vais pouvoir aussi mettre en place ce qu'on appelle le cleanup, du coup la partie teardown qui va terminer mon serveur et s'assurer de le clôturer. Et enfin, je vais pouvoir faire des sous-tests. Grâce à t.run, je peux lancer un sous-test qui me dit tiens, je teste get/stone et je teste aussi get/stone/power pour tester vraiment mes deux routes qui ont été déclarées dans mon API. Et en fait, il y a
une petite fonction dans les tests unitaires qui permet d'automatiquement, de paralyser les tests. Donc tous les tests que vous allez déclarer qui commencent par t.parallèle vont pouvoir être lancés en parallèle. Et donc en quelques lignes, en fait, j'ai reproduit un peu les comportements que j'aimais bien chez Testify pour avoir un setup, avoir un teardown, avoir une suite de tests, donc du coup des sous-tests qui sont dans le même scope, et quand même les lancer en parallèle, donc respecter mon approche first. Donc là, je suis assez content de tout ça. Je ne sais pas vous. Et du coup, si je m'arrête là, je viens de terminer mon API de gestion des pierres d'infinité. J'ai un moteur d'API, j'ai des middleware, j'ai des logs structurés, j'ai des tests unitaires fiables et avec une approche que j'aime bien. Tout ça sans aucune librairie externe. Est-ce qu'on aurait été plus vite avec une librairie externe? Peut-être, on va en parler. Par contre, on a quand même réussi à faire ça assez facilement, avec un peu de jus de cerveau évidemment, mais tous les comportements que vous pouvez utiliser et bien aimer dans les librairies tierces, vous pouvez les retrouver dans le langage standard. Et en fait, ça paraît con, mais ces librairies-là ont été implémentées avec le langage standard, donc c'est logique qu'on retrouve un peu les mêmes dynamiques. Mais elles ne sont pas si compliquées que ça à coder. Et donc là, on va prendre un peu de recul. Je vais mettre fin à... je vais vous annoncer 2 mensonges dans cette conférence. Le premier, c'est que je ne bois pas de café. C'est de l'eau. Voilà. Et le deuxième, qui est encore plus impressionnant, vous n'êtes peut-être pas prête, c'est que je ne suis pas Tony Stark. Voilà, je suis Nathan Castelin. Moi, je suis développeur Go depuis 11 ans maintenant. Je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Chaudolil, qui est une ESN craft et engagée. On a un petit stand, mais ça commence à être un peu tard pour venir nous voir. Et je suis formateur Go depuis 2 ans maintenant. Donc je fais de la formation débutant, intermédiaire et avancée. Et en fait, cette conf, elle est née un peu de ce constat-là de je dois former des gens en Go. Je dois former des gens qui n'ont jamais fait de Go. Est-ce que je les forme à la librairie standard? Est-ce que je les forme sur les packages les plus connus? Et au début, quand j'ai commencé mon cycle de formation, je me suis dit, en fait, la librairie standard est vraiment pas suffisante pour former les gens en Go, parce que dans mon quotidien de production en tout cas, j'utilise du Gin, j'utilise du Echo aussi, j'utilise différentes librairies très connues en Go. Mais ces librairies-là, elles sont parfois volatiles, parfois elles naissent, parfois elles meurent. Et je me suis dit, en fait, je vais creuser un peu plus la librairie standard, parce qu'il y a peut-être plein de choses qui sont intéressantes et que je peux expliquer grâce à la librairie standard. Et en fait, ça a été le cas. C'est comme ça que j'ai découvert log slog, par exemple. Je l'ai découvert un peu plus précisément dans ce cadre-là. Et donc, quand je vous partage cette conf, c'est pour amener cette réflexion-là du coût des dépendances tierces, mais aussi des avantages. On va les voir juste après. Mais dans le coût des dépendances tierces, il y a notamment le risque de non-maintenance. C'est assez courant. Mais personnellement, quand j'ai commencé à faire du Go en 2013, j'ai pris le moteur web le plus en vogue à l'époque, qui était Gorilla Mux. J'ai encore du code en production qui tourne sur Gorilla Mux, donc c'est quand même assez solide. Mais dernière release en novembre 2023, il n'y a pas de projet d'update ou de maintenance, en tout cas de reprise du projet depuis. Il y a Gin qui est arrivé entre deux, qui a un peu basculé le game. Il y a Echo qui marche pas mal, il y a Fiber, il y a Shi. Il y en a un peu tout plein pour tous les goûts. Mais quand vous êtes toujours à risque quand vous engagez dans une librairie tierce, qu'elle soit non maintenue, ou que ce soit votre entreprise de la maintenir, ce qui est quand même un coût aussi qui peut être important. Logrus, je pense que Logrus a été une des librairies les plus utilisées pour gérer des logs, et notamment gérer des logs structurés. Depuis juin 2023, c'est pareil. La librairie est passée en maintenance critique only, donc il n'y a plus d'avancée de Logrus, et en fait ça a du sens, parce qu'aujourd'hui log répond entièrement aux besoins. Si vous faites des mocks, GoMock, moi ça m'arrive de générer des mocks à partir du code. GoMock, ça a été forqué maintenant par Uber. Avant, c'était un projet qui était chez Google, qui a été forqué chez Uber, qui est maintenu, mais qui a quand même changé de crèmerie entre deux. Il y a évidemment des risques de breaking change. Ça, c'est mon exemple préféré. Logrus. En 2016, donc je bosse. On a Logrus implémenté dans toute notre code base. C'est l'outil de log qu'on a choisi. Et en fait, la personne qui est owner de Logrus, Sirupsen, à l'époque, son nom sur GitHub, c'était avec un S majuscule. Il s'est dit en 2016 qu'il voulait standardiser un peu son username sur GitHub, et il est passé de S majuscule à S minuscule. Sauf qu'à l'époque, en 2016, ça a été changé depuis heureusement, mais à l'époque, en 2016, on n'avait pas la gestion de dépendance comme on avait en Go aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous buildiez votre code, il lisait l'ensemble des dépendances de vos dépendances, il téléchargeait tout et rebuildait en local votre binaire. Il
il n'y avait pas de vendoring, il n'y avait pas de notion de module à l'époque. Et donc, par quelqu'un qui est très sympa, sûrement, qui a juste changé un caractère de son nom GitHub, on a bloqué la mise en prod là où je travaillais pendant 2 jours. Parce qu'à partir du moment où vous dépendiez d'un bout de code qui dépendait de Logrus dans une chaîne quelconque, en fait, vous ne pouviez plus builder l'application. Et donc, moi, j'avais une dépendance vers une librairie d'une autre équipe, et je devais attendre que cette librairie-là fixe son code pour ensuite le fixer de mon côté, pour ensuite pouvoir rebuilder. Donc, heureusement, ça n'a pas cassé notre prod, mais ça a cassé notre capacité à mettre en production pendant plus de 2 jours. Et à l'échelle d'une boîte dans laquelle je bossais, c'est hyper impactant. Pour un petit détail, hein, on est sur des choses très très mineures. Heureusement, encore une fois, ça a été corrigé dans la dernière version du langage, et il y a des moyens maintenant de vendorer son code pour éviter ce genre de problème. Mais c'est des choses qui peuvent arriver assez facilement. On a évidemment des risques de sous-performance. Vous n'êtes jamais sûr de la manière dont les choses ont été implémentées. Il y a parfois des gens qui prennent des raccourcis ou qui ne pensent pas à l'utilisation orientée production. Vous pourriez avoir des librairies. Et ça peut amener du coup à des risques de sous-performance. Et enfin, un point que j'aime bien, c'est des difficultés d'onboarding. Quand vous embauchez des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années sur telle librairie ou tel framework et que vous avez une autre librairie ou un autre framework, vous avez potentiellement le problème qu'il y a une base d'apprentissage à recommencer sur certains concepts. Même si, encore une fois, on va tomber sur les mêmes concepts. Quand on parle d'un moteur web, d'un moteur d'API, on tombe sur des notions de routing, on tombe sur des notions de middleware et autres. Vous allez devoir quand même réapprendre à zéro. Alors que si vous partez des librairies standards, vous avez plus de chances qu'elles soient apprises et comprises des gens que vous onboardez dans votre équipe. Néanmoins, les dépendances tierces apportent beaucoup aussi. Globalement, ça va vous apporter en facilité et rapidité d'écriture. Les bouts de code que je vous ai montrés, ils sont très simples à écrire. Par contre, si à chaque fois que vous démarrez une nouvelle API, vous devez les réécrire, vous commencez à peut-être perdre un peu de temps. On a écrit des middleware. Je vous ai écrit un middleware d'authentification avec Basic Auth. Je ne prends pas trop de risques parce que la Basic Auth, c'est très simple. Si vous commencez à faire de l'EO2 ou des chemins d'authentification et d'autorisation plus complexes, utilisez des librairies externes existantes. Réimplémenter la sécurité à chaque fois, c'est jamais une très bonne idée quand il y a des librairies tierces qui existent et qui sont très performantes. Donc parfois aussi, les librairies tierces sont plus sécurisées. Quand vous avez 10, 15, 20, 30, 50 personnes qui bossent ensemble sur une code base, le résultat est souvent un peu plus qualitatif que quand vous êtes un ou deux à l'écrire et le maintenir. Et évidemment, il y a toujours aussi certaines features qui sont manquantes dans les librairies standards. Tout ce qui va être lecture des entrées et écriture des sorties dans les API, c'est chiant. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus chiant que ce qu'on peut trouver dans d'autres middleware, enfin dans d'autres librairies tierces existantes. Tout ce qui est handler de log, là ce qu'on a vu c'est qu'on peut écrire des logs en JSON, c'est très bien, c'est une bonne base. Par contre, il existe dans la communauté open source des handlers de log qui vont permettre d'envoyer directement dans Greylog, d'envoyer directement dans Syslog. Et tout ça, vous gagnez un temps monstre en fait, plutôt que d'essayer de brancher les tuyaux vous-même. Et enfin, un petit point évident que j'ai oublié dans mes tests volontairement, tout ce qui est assertion dans les tests unitaires. Quand vous avez écrit votre test, que tout va bien, que vous voulez juste vérifier, est-ce que cette structure-là est égale à cette structure-là, c'est chiant. C'est la galère. Les gens savent. Donc voilà, moi Testify, je continue à l'apporter dans tous mes packages de tests parce que j'ai envie de faire l'assertion facile, parce que j'ai envie d'une assertion qui est fluide aussi. J'ai envie de dire, je m'attends à ce que cet objet-là soit égal à cet objet-là de manière écrite dans mes textes en tout cas, dans mes tests, pardon. Donc voilà, c'était volontaire de les oublier dans la première partie de cette présentation, mais c'est toutes des choses qui me font encore utiliser les librairies tierces. Et du coup, moi là où je veux en arriver, c'est est-ce qu'il faut utiliser des dépendances tierces? Complètement oui, mais avec lucidité. N'importez pas les choses sans en comprendre leur fonctionnement, n'importez pas les choses sans chercher aussi à savoir quel manque ça vous comble dans cet import-là. Et moi, je vous invite toujours aussi à vous tenir au courant des avancées du langage. Que je me rende compte un an plus tard que log-slog était sorti, je me suis senti un peu con parce qu'en fait, c'était une feature qui était importante et que j'aurais pu amener plus rapidement dans mes projets. Donc n'hésitez pas à lire les release notes. N'hésitez pas, si vous avez des temps pour faire des katas dans vos équipes, ce qu'on appelle des katas, c'est des petits exercices de code avec des contraintes. Moi, j'adore faire des katas en disant on n'utilise que la librairie standard sur le kata. Ça va vous permettre de vous forcer à creuser un peu ce qui existe, ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié, pour utiliser en tout cas les librairies standards. Et enfin, un petit lien que j'aime bien donner ici. Il y a une personne qui s'appelle Anton Z, qui à chaque release de Go reprend la release note et la met sous la forme d'un article de blog interactif. Donc il vient vous expliquer chacune des features qui ont été ajoutées, vous donner des cas d'exemples concrets de l'utilisation de cette feature-là et de comment la mettre dans du code un peu plus complet que la release note.
Et du coup, là, je vous donne l'exemple pour Go 1.24, mais si vous remplacez 24 par 23, vous aurez la release note de Go 1.24 de manière interactive. Et donc, posez-vous la question régulièrement de ce que vous apportent les dépendances tierces, ce qu'elles coûtent aussi. Les dépendances tierces ont un coût, encore une fois. N'hésitez pas à comprendre leur fonctionnement. Je vais être le cordonnier le plus mal chaussé de cette journée. Contribuez. Prenez du temps, si vous en avez. Je ne parle pas forcément de temps perso. Si vous arrivez à en avoir pendant votre temps pro, c'est encore mieux. Pour contribuer, pour apporter, pour fixer, ça peut passer parfois juste par un petit commit de correction de documentation, jusqu'à des commits plus complets de correction de fonctionnalités. Et quand vous commencez à introduire des dépendances tierces, n'hésitez pas à les isoler proprement dans votre code. Il y a plein de patterns d'architecture, je pense à de l'archi-hexa, je pense à d'autres patterns comme ça, qui vont permettre vraiment d'isoler vos dépendances dans un scope précis pour pouvoir changer rapidement. Il y a d'autres dépendances qui sont plus compliquées, les dépendances de log par exemple. Moi j'ai tendance à les faire polluer assez rapidement dans tout mon code, parce que les logs, je vais loguer partout et j'interface pas forcément mes logs. Mais voilà, pensez à tout ça, isolez proprement vos dépendances. Et pour moi, du coup, un bon projet, ça propose un équilibre intelligent entre l'utilisation de la librairie standard et l'utilisation des librairies externes. J'ai aucun problème dans mes projets à ce que certaines parties soient uniquement en standard parce que j'ai pas besoin d'externe, à ce que d'autres parties soient en externe, enfin dépendent de librairies externes parce qu'elles comblent un besoin que j'avais. Mais je ne pose pas forcément des guidelines en mode si on utilise ça, c'est ça dans tout le projet. Mon bon exemple, c'est mes tests unitaires. Parfois, j'ai un petit test unitaire, j'ai pas besoin de Testify, je l'importe pas et c'est OK. Évidemment, Peter Parker ici présent, grand pouvoir, grande responsabilité, le classique. Donc pensez à ça quand vous commencez à travailler des librairies externes, que ce soit en Go ou dans d'autres langages pour le coup. Et ça me permet de terminer là-dessus. Il y a le repo GitHub avec l'ensemble du code que je vous ai montré, qui est dispo, si vous le voulez. Et il y a aussi mon petit open feedback, si vous voulez faire des feedbacks sur cette conf. C'est la deuxième fois que je la donne, donc je suis ouvert à tout feedback sur comment l'améliorer, etc. Mais j'espère que ça ne vous a pas trop endormi dans cette fin de Salon Dev Lille. Merci à vous et je suis dispo pour des questions.